On va se concentrer un tout petit peu puisqu'à 8h15 bientôt, c'est l'heure de notre invité. Et aujourd'hui, on va parler philo avec vous, Charles Robin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes plus connu sur YouTube sous le nom Le Précepteur, mais n'ayez pas peur. Cet homme vous veut du bien. La preuve avec ce livre, La philosophie, c'est pour vous aussi. C'est aux éditions Larousse. Bonjour, vous, Charles Robin. Votre ambition, c'est de rendre la philosophie, on le comprend assez bien, accessible à tous. C'est un sacré défi parce que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est possible de réconcilier le grand public, tout le monde, avec la philo ? C'est vrai que la philosophie souffre d'une image un peu élitiste, un peu jargonnante, même un peu snob. Extérieurement, ça fait peur, la philosophie, parce que c'est du vocabulaire technique, c'est des concepts, c'est des auteurs. Et moi, je dis souvent, la plupart des gens s'intéressent à la philosophie, mais ils ont l'impression que c'est la philosophie qui ne s'intéresse pas à eux. Ouais, et donc, moi, mon travail et mon approche, c'est de montrer qu'en réalité, la philosophie, ça s'ancre dans des expériences et des situations très concrètes de la vie quotidienne. Je dis souvent, par exemple, on se pose la question du temps quand on voit apparaître les premières rides ou les premiers cheveux blancs. On se pose la question du bien et du mal quand on a été trahi par un ami. Donc... Justement, et c'est là que vous vous dites vulgarisateur de philo, et pour ça, en effet, les concepts du quotidien que vous utilisez peuvent paraître assez, comment dirais-je, contre-intuitifs parfois. Par exemple, quel est le lien entre Rousseau et Netflix ? Alors, il se trouve que sur Netflix, il y a un documentaire qui est passé il y a quelques années, et qui montrait le parcours d'une équipe de cheerleading. Alors, cheerleading, je ne connaissais pas avant de voir ce documentaire. C'est les pom-pom girls, quoi, en gros. En gros, c'est ça, mais avec une dimension quand même plus sportive et acrobatique. Et ce qu'on comprend au travers de cette émission, c'est que le groupe ne fait qu'un. Il forme ce que Rousseau appelle un corps collectif. Et quand on est dans ce genre de performance sportive collective, il faut penser au groupe avant de penser à soi. Autrement dit, il faut penser à ce que Rousseau appelle l'intérêt commun. Et Rousseau a forgé le concept de volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté du corps collectif qui va dans le même sens, indépendamment de nos intérêts particuliers. Et donc, j'ai trouvé que c'était une assez jolie allégorie de la pensée de Rousseau. Alors, il y a un autre exemple d'association un peu étonnante, on va dire. D'un côté, la crise du Covid, et de l'autre, le stoïcisme. Là aussi, vous pouvez nous expliquer ? Oui, la crise Covid et le confinement, ça a été une période marquée par l'impuissance et par le fait de subir une situation qu'on n'avait pas choisie, avec tout ce que ça peut entraîner aussi, évidemment, de situations compliquées. Et le stoïcisme nous enseigne à accepter tout ce qui ne dépend pas de nous. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas une philosophie de la résignation, de l'abandon ou de la passivité. C'est simplement se concentrer sur ce qui dépend de nous et sur ce qu'il est possible de changer. Et dans cette période-là, on a tous pu constater qu'il y a des choses sur lesquelles on n'avait aucune prise. Et donc, le seul moyen pour ne pas sombrer, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. On va prendre d'autres exemples, mais là, tout ce que vous nous racontez, vous le racontez aussi sur YouTube, dans des vidéos qui sont évidemment passionnantes, à tel point que vous avez plus d'1 million d'abonnés, je crois 1,03 million d'abonnés pour être tout à fait précis. C'est qui votre public ? Majoritairement des jeunes, j'imagine, sur YouTube ? Eh ben, pas forcément, figurez-vous, c'est vraiment tout le monde. Quand je consulte les statistiques, je vois que toutes les catégories d'âge sont représentées, et même toutes les catégories sociales. Il se trouve que moi, je m'adresse à une catégorie que j'ai inventée qui s'appelle les gens normaux. Parce que souvent, quand on parle de philosophie, on pense qu'on s'adresse soit aux étudiants ou soit aux professionnels de la philosophie. Et moi, j'essaye de m'adresser vraiment à tout le monde, c'est-à-dire aux gens curieux, aux gens qui aiment se poser des questions, qui aiment réfléchir, qui ont ce sentiment que la philosophie n'est pas faite pour eux, parce qu'ils n'en ont pas fait leurs études, et donc forcément ça leur paraît un petit peu compliqué. Mais ce sont des gens dont le dénominateur commun, je pense, c'est l'ouverture d'esprit et l'envie de penser contre soi-même. Il y a beaucoup de définitions de la philosophie, et finalement chaque philosophe a sa propre définition de la philosophie. Moi j'aime dire que la philosophie, c'est se questionner sur les grandes questions de l'existence en sachant faire preuve d'autocritique et d'auto-questionnement sur ses propres préjugés. Ne pas s'arrêter à ce que l'on pense, mais confronter sa pensée à la pensée de l'autre, parce que c'est comme ça que sa pensée évolue. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que depuis toujours, en fait, on a les mêmes questionnements, les mêmes réflexions. Je trouve que c'est ce que ça raconte aussi, votre livre, en faisant ce lien entre le présent et de vieux philosophes. Exactement. Et d'ailleurs, je le dis dans mon avant-propos, quand j'ai rencontré la philosophie à 17 ans en terminale, je me suis rendu compte que les questions que je me posais, que je croyais très naïves et très personnelles, étaient les questions que s'étaient posées les penseurs depuis l'Antiquité. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'approfondir ma connaissance de la philosophie, parce que c'est une discipline, sinon éternelle, du moins intemporelle.
intemporel. Et l'avantage, c'est que ça me permet de parler de tous les sujets et de ne pas forcément être collé à l'actualité. Alors, autre exemple, et là encore, n'y voyez pas de jeu de mots hasardeux entre la carpe et le lapin, puisque vous associez d'un côté Freud et de l'autre Rocco Siffredi. J'ai voulu expliquer le concept de sublimation chez Freud, qui n'est pas un concept facile, c'est un concept de la psychanalyse, qui est associé au concept de libido. Or, quand on entend le mot libido, Rocco Siffredi, c'est quand même une figure qui émerge dans l'esprit assez rapidement. Et il se trouve que Rocco Siffredi, bien connu pour ses performances cinématographiques, eh bien, il a un cousin qui s'appelle Gabriele et qui a lui aussi voulu faire une carrière d'acteur de film X, mais sauf que quand il s'est retrouvé devant la caméra, il a perdu tous ses moyens. Résultat des courses, Gabriele a été obligé de sublimer sa libido, c'est-à-dire il est passé de l'autre côté de la caméra, il est passé du côté création. Donc il a commencé à conseiller Rocco Siffredi sur la scénarisation, sur les accessoires, sur l'esthétique de ses films. Et qu'est-ce que vient faire Freud là-dedans ? Eh bien, Freud explique que la sublimation, c'est précisément la transformation de notre libido en énergie de création. Et donc la libido, on a finalement deux manières de l'exprimer. Soit l'exprimer physiquement, directement, c'est ce que fait Rocco Siffredi, soit l'exprimer par la création, c'est ce que fait Gabriele. Merci beaucoup, Charles Robin. Transformer sa libido en esprit de création, c'est peut-être ce que nous faisons ici tous les matins, mais on ne le sait pas et on ne vous le révélera pas. En tous les cas...